Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale. Avec à mes côtés ce soir Fanny Guinochet, journaliste à France Info. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Merci d'être là aux côtés de Laurent Guimier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Adeline. Tout va bien ? Très très bien. C'est parti pour le sommaire avec à la une de Chaque Voix compte un président derrière les barreaux. Nicolas Sarkozy s'apprête à passer sa première nuit en prison après avoir été écroué ce matin à la Maison d'arrêt de la Santé. Événement inédit et même historique. Ses avocats ont immédiatement déposé une demande de remise en liberté. Et nous en parlons ce soir avec Mathieu Aron, journaliste au service politique de Nouvelle Obs. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là aux côtés d'Evelyne Sirmarin. Bonsoir. Bonsoir. Magistrate honoraire et membre de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir Joachim Pueyo, ancien directeur des services pénitentiaires. Vous avez dirigé les prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis. À suivre à 20h, quelle histoire avec Laurent Guimier. Oui, je vous parle d'un président qui n'est pas derrière les barreaux, mais derrière son clavier. Donald Trump qui balance des vidéos à base d'intelligence artificielle complètement folle en ce moment. Mais je vous raconte que tout ça répond à une stratégie très calculée. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, à 20h05, la question qui fâche ce soir. La France a-t-elle abandonné ses musées ? Question posée après le cambriolage du Louvre dimanche matin, dont on apprend ce soir que le préjudice est estimé à 88 millions d'euros. Nous allons en débattre avec le député LR Alexandre Portier, le député UDR Maxime Michelet et la sénatrice écologiste Monique de Marco, alors que le Sénat auditionnera demain la présidente du Louvre. Nous attendons vos questions ou vos réflexions. Vous pouvez flasher le QR code qui va s'afficher sur votre écran ici. Voilà pour le menu du soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte. C'est parti. Nicolas Sarkozy is set to begin his prison term in Paris next hour. Ολόκληρος ο πλανήτης, αλλά κυρίως οι Γάλλοι, ένας πρώην πρόεδρος. Porque na França, Nicolas Sarkozy se tornou o primeiro ex-chefe de Estado francês a ser Präsident Sarkozy muss heute seine Haftstrafe antreten. Immagini che vi voglio far vedere del presidente Sarkozy insieme alla moglie Carla Bruni, sono in diretta da... There you can see walking with his wife Carla Bruni is the former president of France. Des images et un nom qui ont donc fait le tour du monde aujourd'hui, en ce 21 octobre 2025. La date figurera-t-elle dans les livres d'histoire ? Un président français dort ce soir en prison, comme Louis XVI en 1791 ou comme Philippe Pétain en 1945. Nicolas Sarkozy a donc été incarcéré ce matin à la prison de la Santé pour y purger une peine de 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne. Ses avocats ont immédiatement déposé une demande de remise en liberté. Avant de revoir le film de cette journée, je voulais avoir votre premier commentaire ce soir à tous les trois. Evelyne Sirmarin. Oui, écoutez, on est sur une loi commune, c'est-à-dire que M. Sarkozy a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme pour association de malfaiteurs. Et quand on regarde les statistiques de la chancellerie, on voit que le délit d'association de malfaiteurs entraîne la plupart du temps des peines entre 4 et 6 ans d'emprisonnement. Donc là, il a 5 ans ferme. Et on voit également que, ma foi, quand on a 5 ans ferme, le mandat de dépôt, dans 85% des cas, s'impose au tribunal. Donc on est vraiment dans les chiffres tout à fait ordinaires de la justice pénale. Et pourtant, Mathieu Aron, ils sont peu nombreux ceux qui auraient pensé pouvoir prononcer un jour cette phrase « Nicolas Sarkozy dort ce soir en prison ». Oui, alors effectivement, c'est un traitement, que vous venez de le dire, qui est totalement ordinaire. Mais c'est une histoire extraordinaire avec un personnage extraordinaire parce que, ancien président de la République, moi je me souviens de la fois où le juge Alphen, les plus anciens s'en souviendront, c'était un juge qui luttait contre les affaires financières de la mairie de Paris à l'époque, avait été amené une lettre pour signifier la mise en examen de Jacques Chirac. Il avait été jusqu'à l'Élysée pour amener la lettre en personne. À l'époque, ça avait fait un barouf absolument incroyable, tous les journaux titraient dessus. Aujourd'hui, on a un président qui est en prison. Quand on regarde les images qu'on vient de voir du monde entier qui relaie cette séquence, bon, c'est quand même affligeant pour notre pays. Pas affligeant le fait qu'on l'ait envoyé en prison, parce que ça suit le cours logique de la justice, mais affligeant que cela ait pu arriver et qu'effectivement, un homme ait été déclaré coupable des faits qu'il a commis effectivement par le tribunal. Et ça, c'est terrifiant, quoi. Joachim Pueyo, est-ce que ce qu'on vient de vivre aujourd'hui est historique ?
Bien sûr, c'est historique, vous l'avez dit, hein, Louis XVI, Pétain, oui, c'est historique. Et pour les services pénitentiaires, c'est historique également. Donc la prise en charge, elle doit être effectivement adaptée compte tenu de la personnalité de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est un événement qui marque effectivement à la fois l'opinion publique, mais qui la fracture également. Il y a une fracture actuellement dans l'opinion publique par rapport à son écrou, mais l'affaire est quand même grave. Madame la magistrate, vous l'avez dit tout de suite, une affaire grave, association de malfaiteurs. Et puis, effectivement, tout ce qui est lié à l'exécution provisoire, c'est le Parlement qui avait voté ce dispositif. Et nous y reviendrons, évidemment. Donc, d'une exécution provisoire. Mais pour les services pénitentiaires, c'est un événement d'où, effectivement, une prise en charge qui sera extraordinaire, classique peut-être dans les modalités, mais qui est quand même compliqué pour les personnels qui vont surveiller et qui vont prendre en charge Nicolas Sarkozy. Et vous allez nous détailler cela dans un instant. Avant de se rendre à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy est allé saluer ses soutiens qui s'étaient réunis aux abords de son domicile dans le 16e arrondissement de Paris. Reportage sur le terrain, Hélène Bonduel, Virgile Tron. 9h10 ce matin, Nicolas Sarkozy sort de son domicile au bras de sa femme, visage fermé. L'ancien président de la République salue la foule avant de retrouver ses proches. Il fait à peine jour quand des dizaines de militants arrivent dans cette petite rue du 16e arrondissement de Paris, des sarkozystes de la première heure. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pour dire à Nicolas qu'on l'aime et qu'on le soutient. Sarkozy, je pense qu'on lui, depuis toujours, on lui incombe toutes les maladresses. Et, je sais pas, regardez, c'était le même coup pour Fillon, quoi. Des anonymes, des soutiens politiques aussi. Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse à ce qu'on la batte. Alors vous savez, 30 ans d'amitié, 30 ans de parcours pour ce pays, avec toutes les épreuves, les douleurs, les victoires, tout ce qu'on a traversé, je me devais d'être là. Vous savez, c'est pas quand on est champion olympique qu'on a besoin de soutien, c'est justement quand on est dans une tempête. Je ressens à la fois une énorme tristesse, une grande peine, et en même de la honte pour mon pays. Et, pourquoi vous avez honte de votre pays ? J'ai honte pour mon pays quand la justice des hommes est aussi éloignée qu'elle l'est aujourd'hui de l'idéal de justice. Dans la foule, cette militante sarkozyste distribue même des t-shirts à l'effigie de l'ancien président. La fin de l'histoire n'est pas écrite. Je trouve très injuste ce qui lui arrive aujourd'hui. Mais c'est une décision de justice ? C'est une décision de justice injuste. Un rassemblement, mais surtout un rendez-vous que les fils de Nicolas Sarkozy avaient voulu médiatique. Scandale. Oui. C'est une honte de ce pays. Il fallait que je sois parmi le nombre qui est venu spécialement, particulièrement, chacun avec son cœur, pour lui dire « Courage, vous n'êtes pas tout seul ». Nicolas Sarkozy s'engouffre dans sa voiture sous les applaudissements de centaines de militants. Direction la prison de la Santé. Laurent Guimier, vous aviez regardé attentivement ces images ce matin. Un mot, ce rassemblement de soutien à Nicolas Sarkozy avant qu'il parte en prison. Ouais. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une mise en image, d'une mise en scène pour l'inscrire dans son récit politique. Et c'est vrai que dans l'histoire contemporaine, c'est la première fois en fait qu'une personne qui va être incarcérée produit ce type d'image. En général, il y a des choses à la sortie de prison, mais jamais à l'entrée. Moi, la seule référence que je pense qu'on peut brandir ce soir, c'est ce qui s'est passé au Brésil en 2018, lorsque Lula est entré en prison, accompagné de milliers de supporters. Donc il y avait la même idée du « je suis en prison, je suis accompagné, je reviendrai ». La seule différence avec le Brésil, et ça, dans le commentaire de ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de gens dans la rue au Brésil qui sont sortis pour faire la fête et pour dire « enfin, il est en prison ». Là, aujourd'hui, on est dans quelque chose d'un peu plus monocolore, j'allais dire, en termes de
de coloration médiatique. Et en route pour la prison, il a posté un ultime message sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme ce matin, c'est un innocent. La vérité triomphera, mais le prix à payer aura été écrasant. Oui, et les mots aussi sont très choisis, scandale, chemin de croix, haine, vengeance. Comme il l'a fait, on en avait parlé dans l'émission, dès la sortie du tribunal, il a décidé de faire de ce moment un moment politique, inédit, puisque c'est un ancien président qui part en prison, mais le récit politique qu'il entretient continue avec ce qui se passe à la santé depuis ce matin. Au fond, Evelyne Siermarin, quand on voit cela, est-ce que ça ne va pas faire regretter au magistrat de lui avoir accordé ce mandat de dépôt différé ? Non, comme j'ai essayé de le dire, c'est totalement banal. Et c'est vrai que ça aurait été pire quand même pour lui, humainement, d'avoir un mandat de dépôt à l'audience, comme M. Djouri ou M. Nasser, les deux autres protagonistes qui sont actuellement en prison. Oui. Donc c'est sûr. Mais le mandat de dépôt différé sert à quoi quand il est décidé ? C'est fait pour être un petit peu plus humain, c'est-à-dire dire à la personne, vous vous préparez à la détention et ça n'aura pas le caractère de choc terrible qu'être avec sa petite valise à l'audience, comme sont beaucoup de personnes, et d'aller directement en prison. Mais surtout quand il y a quelqu'un qui a, comme on dit, des garanties de représentation. Il n'y avait pas de risque de fuite, etc. Donc ça se comprend très bien qu'il ait eu un mandat de dépôt à délai différé. Comme vous vous souvenez, pour lui, le juge Tournaire, vous parliez du juge Alphen, Monsieur Sarkozy, quand il avait été mis en examen dans l'affaire Big Malion par le juge Tournaire, c'est pareil, le juge Tournaire avait fait attention pour la garde à vue, était vraiment allé pour le mettre en examen dans des conditions très particulières, etc. On le traite quand même comme un ancien chef d'État, mais la justice passe. Mathieu Aron, quel regard portez-vous sur les images que l'on a vues ce matin de ces soutiens qui se sont rassemblés en bas de chez Nicolas Sarkozy pour l'accompagner jusqu'à sa voiture qui partait en prison ? Ça a été dit à l'instant par Laurent Guimier, c'est à l'évidence une forme de mise en scène politique. Après, ce qu'on peut quand même regarder, c'est qu'il n'y a pas des manifestations de rue. Il n'y a pas des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui sont sorties dans la rue pour dire que c'est un scandale que Nicolas Sarkozy rentre en prison. Au tout plus, il y avait 150-200 personnes ce matin, essentiellement des proches, voire des très très proches, des gens de sa famille. Voilà, c'est quelques proches, et avec les caméras, il y avait autant quasiment de journalistes que de manifestants, si on ose dire. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de, contrairement à ce que vous veniez de dire, moi je ne vois pas une véritable fracture dans l'opinion. Les sondages disent que les Français comprennent globalement ce qui se passe, sont assez d'accord avec le fait qu'il y a eu... Je vous vois dodeliner de la tête, Joachim Feuillot. Il y a eu une exécution provisoire. Alors il y a beaucoup de débats politiques. Un certain nombre de commentateurs et un certain nombre d'hommes politiques, souvent proches de Nicolas Sarkozy ou de son camp politique, mettent en avant le fait qu'effectivement, il serait, et je mets ça au conditionnel, victime d'un traitement injuste, et parce qu'il est innocent. On peut juste le rappeler, comme vous l'avez fait en début d'émission, que Nicolas Sarkozy, certes, reste présumé innocent, parce qu'il n'y a pas eu de condamnation définitive, mais qu'un tribunal a considéré qu'il avait organisé une corruption de très grande ampleur, inédite dans l'histoire de la Ve République, et que c'est pour cela qu'on l'a condamné à 5 ans de prison. Joachim Feuillot, pourquoi vous parlez de cette fracture de l'opinion, vous ? Écoutez, moi je suis également un élu local, j'écoute un petit peu les habitants. À Alençon, oui. Dans l'Orne. Donc il y a beaucoup de passion autour de Nicolas Sarkozy. Vous avez toujours des hommes et des femmes qui l'ont soutenu depuis qu'il fait de la politique. Donc, quand je parle de fracture, effectivement, ces personnes le soutiennent, et même vous entendez des mots d'innocence. Et puis d'autres, au contraire, disent il faut que la justice passe, la justice fait son travail. Et j'entends également ces deux observations, ces deux discours. Et moi, je rappelle également qu'il y a un souci par rapport au financement des campagnes électorales, parce que tous ces faits sont liés au financement des campagnes électorales. 2007, 2012, il y a quand même une réflexion qu'on doit se poser par rapport à ce financement, et on a vu effectivement toutes ces affaires sortir. Et puis la deuxième observation également que je voudrais faire, c'est qu'il est bien évident qu'un président de la République qui va en prison, ça marque bien évidemment l'opinion publique, on en parle. Dans quelques semaines, un peu moins, sauf que quand la Cour d'appel va se prononcer, il y aura également effectivement beaucoup d'observations. Et puis il y a également
le côté humain qui peut jouer. Évidemment, je pense qu'il n'y a aucun magistrat qui met quelqu'un en prison par plaisir. Je pense que c'est par rapport à des faits, c'est par rapport à toute une enquête qui a commencé il y a quelques années et qui s'est terminée il y a quelques semaines. Donc l'emprisonnement, on sait que c'est difficile. Je voudrais justement qu'on aborde avec vous les conditions de détention de Nicolas Sarkozy. Donc il est ce soir détenu dans le quartier d'isolement. Ce n'est pas le quartier des personnes dites vulnérables qu'on avait autrefois appelé le quartier VIP. Il est à l'isolement. D'abord, en quoi consiste la procédure de l'écrou à laquelle il a dû se soumettre ce matin à 9h37 en arrivant? La procédure, elle est identique pour toutes les personnes détenues. C'est-à-dire, il y a une procédure administrative, il aura effectivement un numéro d'écrou, il doit procéder... On le connaîtra, son numéro d'écrou Il doit le connaître actuellement. Moi, je peux pas le... C'est par rapport aux entrées, hein, le numéro d'écrou, c'est automatique. Hein, bon. Donc, c'est 1 + 1 + 1. Bon. Donc, c'est ça. Et puis également, il y a la fouille qui est obligatoire. Donc, de quelle fouille? Une fouille au corps? Fouille à corps, et puis on lui remet... Alors ça, je ne sais pas si la fouille à corps a été effectuée. Peut-être pas, mais il y a une fouille qui... au minimum, palpation peut-être. Bon, voilà. Et puis, peut-être dans les établissements qui sont dotés de portiques millimétriques, la fouille peut se faire à travers un portique millimétrique, ce que je préconise d'ailleurs pour tous les détenus. La prison de la Santé en est équipée? Je ne sais pas, mais moi j'ai préconisé depuis très longtemps des portiques millimétriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme dans les aéroports, on voit tout ce que vous avez sur vous. D'accord, sans qu'on vous touche et qu'on vous demande de vous déshabiller. Sans forcément. Les fouilles à corps, j'ai jamais apprécier les fouilles à corps. En termes de dignité, c'est pas très facile, y compris pour les personnels. Mais parce que vous êtes nu et qu'il y a des gardiens de millimétriques, ça coûte, mais ça me paraît nécessaire dans tous les cas de figure. Et puis ensuite, l'établissement pénitentiaire prend connaissance des notes que le parquet a envoyées, parce qu'il y a toujours une notification sur des recommandations. Et donc l'isolement était nécessaire pour sa protection, de façon à ce qu'il ne rencontre pas d'autres détenus. Et ça, c'est le parquet qui le réclame, ce n'est pas Nicolas Sarkozy ou ses avocats. Il y a toujours un travail entre l'administration pénitentiaire et le magistrat instructeur, quand il y a une instruction, ou le parquet, là, c'est la compétence du parquet. Effectivement, il y a un dialogue qui se fait entre les magistrats du parquet financier et puis les services pénitentiaires. Et c'était la meilleure solution pour sa protection, parce qu'évidemment, il a un statut particulier, il aura effectivement une vie quotidienne comme les autres détenus, mais à part que lorsqu'il quittera sa cellule, eh bien, tout sera fait pour pas qu'il rencontre d'autres détenus. Imaginez. Il ne va croiser personne pendant sa détention. Tout va être fait dans ce cadre-là, bien évidemment. Il sera seul en cellule, avec un minimum d'équipement, hein, télévision, il pourra s'en procurer, du mobilier. Il y a quand même des douches à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ce n'est pas des douches collectives. Voilà, donc, et puis il pourra surtout téléphoner. Je crois que le téléphone, c'est important pour renforcer à la fois. Alors il faut préciser que ce n'est pas un téléphone portable. Non, c'est un téléphone avec des numéros dont la validation est effectuée par les magistrats. Installés dans les cellules elles-mêmes. Un téléphone mural. Dans les cellules depuis la rénovation et depuis la loi 2009 où on incite effectivement à installer des cabines téléphoniques. Et là, c'est dans les cellules et c'est quand même très bien pour renforcer le lien familial et l'accompagnement. Et c'est pas simplement Nicolas Sarkozy, parce qu'aujourd'hui, c'est je crois, dizaines de milliers de cellules en France qui sont équipées de ces téléphones qui permettent effectivement d'appeler la famille ou des proches. À tout moment. Et des numéros programmés à l'avance. C'est des numéros programmés à l'avance. Il est impossible de communiquer à d'autres personnes. C'est pas possible. On sait que ces appels peuvent être à tout moment écoutés. À combien de personnes Là, ça doit être sa femme, éventuellement ses enfants, éventuellement un proche. C'est le magistrat du parquet qui vont prendre la décision. Quand il est condamné, c'est le directeur. Quand il y a un appel, donc c'est le parquet qui prend la décision. Et moi, je crois que c'est important le téléphone parce que ça permet effectivement. C'est le lien vers l'extérieur. Lorsque une personne détenue, quand pour la première fois met les pieds en prison, il y a quand même une souffrance. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, même si on a un caractère très fort, il y a une souffrance, il y a une rupture par rapport à la vie quotidienne. C'est ça qu'on appelle le choc carcéral. Oui, bien sûr. Quand vous vivez dans un certain confort et que vous allez vous retrouver dans une cellule de 10 mètres carrés, il y a quand même une rupture, il y a un choc et il y a une souffrance également, même si on ne le fait pas voir. Parce que moi, j'ai vu des détenus, ils étaient très forts, mais il y avait quand même une souffrance. C'est pour ça que dans les prisons françaises, dès qu'un détenu arrive, une personne détenue, je préfère le mot personne détenue que détenu, moi personnellement, donc, eh bien, il est vu, il y a un entretien avec le médecin
pour voir le problème de santé. J'entends ce que vous dites, et effectivement, il y a une réelle souffrance. Si j'ose dire, l'ironie de l'histoire politique fait qu'on a rarement autant parlé des conditions de détention, effectivement, de cette souffrance au moment où on rentre en prison, ou la première nuit, on voit la porte, ou on entend la porte qui se ferme, et qu'on entend aussi, même quand on est à l'isolement d'ailleurs, tous les bruits de la prison, qui est probablement la chose la plus difficile à supporter pour un détenu, c'est-à-dire les cris, l'ensemble des bruits perpétuels, le fait qu'on a toujours l'impression avec une forme d'oppression. Ça, c'est tout à fait réel, mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'on évoque ça au moment où un homme qui n'a cessé, durant toute sa carrière politique, de dire qu'il fallait être de plus en plus sévère avec les détenus, avec les délinquants, etc., se retrouve lui-même confronté à ces conditions de détention. Donc c'est tout de même étonnant que ce soit l'homme qui passait pour être celui qui défendait le fait qu'il fallait effectivement une politique répressive et sévère en matière de délinquance se retrouve dans cette situation-là. Voilà. D'ailleurs, M. Sarkozy avait dit dans son discours de campagne pour 2007, toute peine supérieure à 6 mois doit être exécutée en détention. Moi, j'aimerais quand même préciser que, évidemment, c'est un choc d'aller en prison. Ceci dit, on n'est pas du tout dans les conditions de détention ordinaires de l'ensemble des détenus qui sont détenus en maison d'arrêt, c'est-à-dire en attendant un prochain jugement en cour d'appel. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté le dit chaque année dans son rapport, très intéressant. On a des conditions de détention absolument terribles en maison d'arrêt, pas dans les autres prisons où on exécute une peine plus longue, etc. La maison d'arrêt, c'est quand même à peu près 25 000 personnes qui sont en détention provisoire, donc il n'est pas le seul, et c'est des descriptions apocalyptiques, comme des cafards, des rats, je suis désolée, mais des toilettes qui débordent, bon, etc., etc. C'est ça, la maison d'arrêt. C'est souvent des conditions de détention indigne. Donc tant mieux pour lui. Cela dit, la prison de la Santé n'est pas non plus taux d'occupation 191%. Oui, j'avais vu aussi. Ce qui est étonnant, c'est que cette prison de la Santé qui a été refaite à neuf il y a quelques années, c'est pas l'ancienne prison de la Santé, parce que l'ancienne prison de la Santé était quand même un établissement extrêmement délabré pour l'avoir visité il y a quelques années. Voilà. Aujourd'hui, elle a été refaite. Les cellules qui faisaient de mémoire 6 mètres carrés en font 9, ce qui est tout de même plus grand. Il n'empêche que même si on a voulu en faire une prison beaucoup plus moderne, beaucoup plus humaine pour les détenus, on sait aujourd'hui, comme vous venez de le dire, qu'on a un taux d'occupation autour de 180 à 190%. Ça veut dire que dans ces cellules de 9 mètres carrés, on met plusieurs détenus. 4. Donc on imagine ce que c'est que de vivre à 4 dans une cellule, 3-4 personnes dans une cellule. Nicolas Sarkozy, tant mieux, et c'est pas choquant du tout, pour des raisons de sécurité, bien évidemment, sera seul dans sa cellule, lui. Alors ça concerne quand même toutes les personnes détenues qui sont affectées à l'isolement. Il n'y a pas que des personnalités qui sont à l'isolement. Vous avez des personnes détenues pour leur propre protection. Est-ce qu'on sait qui est incarcéré en ce moment à la prison de la Santé? Il y a un chef d'État africain, et puis il y a le meurtrier de la petite Louise, si vous vous souvenez, son assassin, son jeune assassin. Voilà, et puis sinon il y a des délinquants sexuels, parce que eux, évidemment, sont menacés par les autres en détention, et puis des policiers ou des surveillants pénitentiaires, etc. Des personnes qui risquent en détention de la part des autres détenus des violences. Alors, ce qui pose un problème de fond, parce que la surpopulation pénale dans les maisons d'arrêt, c'est une moyenne de 167%, il y en a plus quelquefois, ça pose la question du sens de la peine. Et même la question de l'enfermement. Lorsque vous mettez 3 détenus dans une cellule, j'avoue que je ne vois pas comment on peut effectivement lutter contre la récidive, préparer la réinsertion, c'est très difficile. Donc c'est une question de fond qu'on a soulevée à plusieurs reprises au niveau du Parlement, mais on n'a pas résolu, on n'a pas mis suffisamment de moyens. Je voudrais qu'on parle des visites auxquelles il va avoir droit, Nicolas Sarkozy. Donc il a, arrêtez-moi si je me trompe, Joachim Feuillot, 3 parloirs d'1 heure par semaine. Il a déjà reçu cet après-midi la visite d'un de ses avocats et de Carla Bruni Sarkozy. Ça fait donc 2 parloirs. Il n'a plus droit qu'à un cette semaine. 3 parloirs, normalement, c'est 30 minutes à 45 minutes, mais il peut avoir un parloir familial avec sa famille qui dure plus de temps.
Bon. Alors, à la maison d'arrêt de la santé, je crois qu'il y a des parloirs familiaux. Pas des unités familiales, mais des parloirs UVF. familiaux. Donc ça, c'est possible. Et ce n'est pas toutes les semaines. C'est ponctué. Ça, c'est le chef d'établissement en liaison avec le parquet qui donne l'autorisation. Mais minimum, c'est 3 parloirs par semaine parce qu'il est prévenu. Les prévenus ont 3 parloirs par semaine, comme ils ont 1 heure ou 2 heures de cours de promenade par jour. Et là aussi, c'est un traitement qui est tout à fait conforme d'ailleurs au statut qu'il avait, mais un détenu qui rentre en prison, qui 1 heure après peut avoir un parloir avec son avocat, J'ai jamais vu ça, moi. et qui 2 heures après peut avoir un parloir avec son épouse, c'est très bien. Là aussi, on ne va pas dire c'est heureux, non, c'est très bien. Mais c'est totalement. Enfin, Ah vous, oui, vous moi j'ai m'arrêtez, jamais mais vu c'est ça. totalement exceptionnel. C'est des conditions d'entrée. C'est quoi, en 3 détention. parloirs par semaine pour vous, c'est un Oui, mais traitement c'est de le fait faveur? pouvoir l'avoir tout de suite, pas du tout. Juste après l'incarcération. Ah, le fait d'y avoir eu droit cet après-midi. 2 heures après, vous pouvez voir votre avocat. 3 heures après, vous pouvez voir votre femme. C'est totalement exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de détenus, voire pas un seul autre détenu en France qui a eu droit à ce traitement relativement favorable. Donc voilà, on prend des formes pour entre guillemets, accueillir Nicolas Sarkozy Sans en prison. compter évidemment la visite du ministre de la Justice. Alors Peut-être justement, en j'allais y parlerons-nous. venir. Ça vous choque que Gérald Darmanin ait annoncé qu'il allait rendre visite à Nicolas Sarkozy? C'est-à-dire, non, ça ne me choque pas. 2 choses. Comme ami, je comprends qu'il aille voir M. Sarkozy. On aurait quand même souhaité que ce soit beaucoup plus discret. Là, on est sur des proclamations institutionnelles. Je vais aller comme il valait mieux ministre de la l'annoncer plutôt Justice. que d'y aller secrètement et puis que finalement on le filme il ou l'annonce. on le voit arriver à la Moi, prison. Je ne sais pas, mais comme ministre de la Justice, si vous voulez, il y a quand même un gros problème. Lequel? Institutionnel. C'est que, vous le savez, le parquet est dépendant hiérarchiquement du garde des Sceaux. Et vous imaginez bien que lors de sa demande de mise en liberté, elle sera examinée d'ici 1 à 2 mois maximum. Et lors de son jugement à nouveau par la Cour d'appel, où on reverra toute l'affaire, semble-t-il, en mars, pour le parquet, le procureur général, il y a une pression terrible parce que le procureur général, les procureurs sont, pour leur carrière, pour leur avancement, dépendants du ministre de la Justice. Et c'est vrai que voir son ministre qui va voir un détenu en détention, j'attends de voir les réquisitions du parquet. Pour s'assurer de ces conditions de sécurité, Oui, alors, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il y a Internet. Il est très facile d'appeler le directeur de la santé à peu près. Ah, et vous voulez dire une visioconférence avec Nicolas Sarkozy? Il n'y a aucun problème. Enfin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un problème institutionnel sur l'indépendance de la justice. Je dirais aussi que le fait qu'il soit reçu à l'Élysée par M. Macron, je pense que ces 2 personnages auraient pu s'en dispenser. Article 64 de la Constitution, indépendance de la justice garantie par le président de la République. Non, je pense vraiment que ça pose un problème. En tout cas, pour les magistrats, c'est un désaveu. Et je finis. Je pense que ça peut d'ailleurs avoir un effet contre-productif. C'est-à-dire qu'il va y avoir une pression assez terrible sur les magistrats de la Cour d'appel. Et c'est dommage, parce que au lieu de rendre leur décision en toute liberté, soit sur la demande de mise en liberté, soit sur le fond de l'affaire, ça risque de provoquer quand même une certaine exaspération de voir que quelqu'un est traité de façon si exceptionnelle. Laurent. Après d'un mot, le garde des Sceaux a dit cet après-midi lors des questions au gouvernement que des parlementaires aussi visitaient des prisonniers, visitaient des prisons. Il a même cité des députés LFI qui étaient allés voir monsieur Abdallah, terroriste en prison. Monsieur Darmanin, à chaque fois qu'il a été en prison, c'était pour nous annoncer, c'est son programme politique, nous annoncer qu'il y aurait des prisons de haute sécurité, qu'il fallait être plus dur, etc. Donc, monsieur Darmanin n'est pas allé avec la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté pour aller regarder les conditions dans lesquelles les gens étaient détenus. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a un gros problème, si vous voulez, de traitement de l'institution judiciaire et effectivement d'un certain désaveu par les actes, non pas par les paroles, par les actes. Moi, je suis incapable de savoir si effectivement les magistrats qui auront à juger en appel seront ou non conditionnés, entre guillemets, par les déclarations ou par le fait que le ministre de la Justice, effectivement, rende visite à Nicolas Sarkozy en prison ou que le chef de l'État ait choisi de le recevoir 3-4 jours avant qu'il rentre en prison. Ça, on ne le sait pas. En revanche, je suis assez troublé par le signal envoyé dans l'opinion publique. D'un côté, vous avez un tribunal qui rentre en voie de condamnation pour des faits extrêmement lourds. 5 ans ferme, pour avoir organisé un pacte de corruption dans l'idée,
en contrepartie d'un financement, d'obtenir un traitement judiciaire favorable pour le numéro 2 de la Libye, chef des services secrets militaires de la Libye, qui avait organisé un attentat dans lequel plus de 50 Français sont morts. C'est de ça dont on parle. C'est l'association de malfaiteurs pour laquelle il a été reconnu coupable en première instance. Et au moment où la personne qui, selon le tribunal, a commis ces faits et qui rentre en prison, vous avez le chef de l'État qui le reçoit et le ministre de la Justice qui nous explique qu'il va aller bien vérifier si tout se passe bien. Bien évidemment, M. Darmanin n'a nullement besoin d'aller à la prison de la Santé pour savoir si ça se passe bien. Il pouvait soit passer un coup de fil régulier au directeur de la prison, soit envoyer quelqu'un de la chancellerie, aller voir si tout se passait bien. Donc c'est un signal politique. Mais je me demande là si il voit un petit peu comment ça peut être reçu, si ce n'est dans toute l'opinion publique, dans une partie de l'opinion publique. Il va se dire, mais c'est quoi ces gens, ils se protègent entre eux. Je crains que malheureusement, ce soit le message qui soit envoyé là. Moi, je trouve pas ça terrible. Un dernier mot, Joachim Non, Théo, mais parce que je rappelle qu'il y a un problème de vite. fond quand même depuis la Révolution française, c'est la séparation des pouvoirs. Donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, avec l'indépendance de la justice qui doit être garantie par les plus hautes instances, c'est-à-dire à la fois le président de la République et le ministre de la Justice. C'est un problème de fond. Est-ce qu'on veut changer ce principe? Parce que quand on écoute certaines opinions, moi je m'interroge quand même. Et donc l'honneur de notre démocratie, c'est l'indépendance de la justice. Il faut le rappeler. Toutes les décisions, on n'est pas forcément d'accord. On peut critiquer une décision de justice. Mais on a quand même un système de recours qui quand même fait honneur à notre démocratie et à notre justice. Mais Emmanuel Macron l'a dit cet après-midi depuis la Slovénie où il se trouvait, le débat sur l'exécution provisoire est légitime et il devra se tenir. Il a un recours, il va aller là, il demande sa mise en liberté. Ce sera jugé dans 1 à 2 mois. Donc il y a un recours. Il y a pas merci à tous les trois d'avoir été ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. J'ajoute que parmi les illustres ex-détenus de la prison de la Santé, il y a un certain Guillaume Apollinaire qui avait été incarcéré et qui avait, en détention, écrit une série de poèmes intitulés « À la santé ». C'était en 1911. Vous vous souvenez pourquoi il avait été incarcéré à l'époque, Guillaume Apollinaire ? Pour recel de vol, parce qu'il était soupçonné d'avoir volé la Joconde au musée du Louvre. Alors qui sait, peut-être Nicolas Sarkozy verra arriver dans les prochains jours les cambrioleurs du Louvre. Cela nous amène à la deuxième partie de Chaque Voix compte ce soir. La France a-t-elle laissé tomber ses musées? C'est la question qui fâche dans un instant. Et nous allons en débattre avec Alexandre Portier, député du Rhône, député LR, Maxime Michelet, député UDR de la Marne, et Monique de Marco, sénatrice écologiste de la Gironde. Ils vont s'installer dans un instant sur ce plateau, mais avant cela, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Et Laurent, vous avez choisi ce soir de nous parler d'un président qui, lui, est en liberté totale. C'est Donald Trump, dont la dernière vidéo fait beaucoup parler. Oui, le président américain qui est impopulaire dans les sondages depuis son retour à la Maison-Blanche et qui subit depuis quelques mois des manifestations d'ampleur. La semaine dernière, 7 millions d'Américains au total, selon les organisateurs, ont défilé contre lui sous la bannière « No Kings », pas de roi, pour dénoncer la dérive autoritaire de l'administration Trump. Alors, la réponse du président Trump est arrivée très vite. Oui. Pas de commentaires, pas d'allocution, mais cette vidéo que vous avez peut-être vu tourner sur vos réseaux sociaux, c'est de l'IA, c'est trash. Vous voyez un liquide marronasse qui tombe sur les manifestants. Mais ce n'est pas parce que c'est choquant qu'il ne faut pas tenter de décrypter le message qui passe à travers ces images. Enfin, franchement, il y a un message autre qu'une provocation pure et simple de la part de Donald Trump dans cette vidéo? Eh bien, je vais essayer de vous convaincre, Adeline, que oui. Grâce à l'intelligence artificielle qui permet de matérialiser des choses très simples en très peu d'images, Trump fait passer un message, là aussi, redoutablement évident. Je suis au-dessus de vous, je maîtrise tout, vous êtes ridicule, vous êtes faible, je vous écrase. Son objectif avec cette vidéo, c'est pas d'instaurer un débat, mais c'est pas non plus, pardonnez-moi l'expression, de se marrer. C'est très simple et brutal, cette provocation visuelle. C'est ce que j'appelle de l'IA propagande. Et il va falloir se faire à ce type de contenu en politique. Pour vous, c'est donc pas juste une vidéo humoristique un peu vulgaire? Non, parce qu'en politique, je parle devant des représentants, la dérision n'est jamais gratuite. Et j'en veux pour preuve ce qu'a dit il y a quelques heures le très sérieux et très républicain Mike Johnson, le speaker de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des représentants. Un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de cette vidéo de Trump. Écoutez sa réponse, c'est très clair. He is using satire to make a point. He is not calling for the murder of his political opponents, and that's what these people are doing. I mean, in one of these photos, I think there's a picture of the president hanging
in effigy by a noose on one of these, the one on the far end. I mean, it's unconscionable. Et ce que M. Johnson a montré à la presse, ce sont des images de manifestants anti-Trump, parfois très violents, y compris dans la manifestation elle-même. Il y en a beaucoup qui circulent sur les réseaux sociaux, comme celle-ci, un enfant qui tape sur une effigie de Trump. Et effectivement, c'est en réponse à cela que M. Johnson dit que Donald Trump a publié cette vidéo. Donc ce que vous nous dites, Laurent, c'est qu'en fait, Donald Trump a répondu œil pour œil, dent pour dent à ses opposants, soit, mais il est quand même le seul au monde à combattre ses opposants en cherchant à les ridiculiser, en leur envoyant du caca par les airs. C'est vrai, mais parce que Donald Trump est un personnage unique. C'est d'abord un people. Il ne faut jamais l'oublier. Je pense qu'on l'oublie parfois, nous, Européens, nous, Français. Ça fait plus de 40 ans que l'homme d'affaires Trump est entré dans les foyers américains par la case people. Dans les shows télé, c'était même le roi de l'autodérision. Il faisait rire l'Amérique entière, gauche, droite, démocrate, républicain, comme ici dans le mythique Saturday Night Live, où il se caricature dans une fausse pub. Autrement dit, un Trump qui fait des blagues, c'est imprimé dans la rétine des Américains depuis des décennies, et donc ça choque moins qu'un Macron ou qu'une Le Pen qui se mettrait à subitement faire des blagues en vidéo. Alors je ne parle pas du fond, je parle de la forme et de ce que ça provoque dans l'opinion américaine. D'ailleurs, regardez, le 30 avril 2011, traditionnel dîner des correspondants à l'invitation de Barack Obama, et Obama qui imagine dans son discours un Donald Trump à la Maison-Blanche. Je précise qu'à l'époque, Trump ne fait pas encore de politique. Il est encore homme d'affaires. Et regardez ce que dit Obama, et comment il se comporte à l'égard du futur président. Say what you will about Mr. Trump. He certainly would bring some change to the White House. Let's see what we've got up there. Alors, je pense qu'il faut voir la dimension américaine de toute cette histoire. Vous voyez d'ailleurs, vous l'avez vu, le futur président dans la salle, il rit quand même très très jaune. Et je pense que 14 ans plus tard, et grâce à l'intelligence artificielle, Trump tient sans doute sa revanche contre les démocrates. Merci Laurent. On passe à la question qui fâche. Et c'est l'un des sujets qui a animé les questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale, le cambriolage au Louvre dimanche matin. Les bijoux volés et les malfaiteurs sont toujours ce soir dans la nature. On apprend que le préjudice est estimé à 88 millions d'euros. La direction du musée et le ministère de la Culture se retrouvent sous pression. La présidente du Louvre, Laurence Descartes, sera auditionnée demain après-midi par la Commission des affaires culturelles du Sénat, dont vous êtes la vice-présidente, Monique de Marco. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être sur le plateau de Chaque Voix compte, aux côtés d'Alexandre Portier, député LR, et Maxime Michelet, député UDR. Merci à tous les deux. C'est Fanny Guinochet qui pose ce soir la question qui fâche. Fanny, la présidente du Louvre, Laurence Descartes, va donc devoir rendre des comptes. Effectivement, même si pour sa défense, elle pourra arguer qu'elle avait, dès janvier dernier, demander, enfin en tout cas tirer un signal d'alerte sur la vétusté du Louvre, sur la nécessité de faire des travaux, sur l'obsolescence, les avaries qui sont multiples au sein du bâtiment. Et elle avait donc, le 13 janvier dernier, expliqué à Rachida Dati, la ministre de la Culture en tutelle, qu'il y avait nécessité d'aménager. Et c'est vrai qu'on se souvient d'Emmanuel Macron qui était allé fin janvier et qui avait parlé d'un grand projet d'aménagement, un grand Louvre avec une seconde entrée pour un changement pour mieux apercevoir la Joconde. Mais quand même, il fallait trouver au bas mot 800 millions d'euros. Et c'est la difficulté du musée du Louvre, puisque dans un cadre contraint, eh bien, il a vu son financement se réduire ces dernières années. L'année dernière, par exemple, c'est 3 millions d'euros en moins, sachant que son budget de fonctionnement, c'est 323 millions d'euros, ce qui est peu pour un musée qui est aussi grand, 73 mètres carrés, 9 départements. Il expose près de 35 000 œuvres et il reçoit près de 10 millions de visiteurs annuels. Alors, sachant qu'il a l'État qui finance, mais pas que. Une partie de l'argent vient aussi, par exemple, du Louvre d'Abu Dhabi, mais aussi le reste vient de ressources propres. D'ailleurs, 60% de son budget, ce sont ses ressources propres dont la part ne cesse d'augmenter. Parce que dans le même temps, Fanny, la puissance publique n'a plus les moyens de payer. Et oui, on n'a plus d'argent et on est effectivement dans un
contexte extrêmement contraint avec des crédits qui diminuent. L'an dernier, le budget pour le patrimoine et musées a été minoré de 100 millions d'euros, alors qu'en France, on en est fiers. 45 000 monuments, dont 20% seraient dans un très mauvais état. Alors dans les musées nationaux, Orsay, le Louvre, Beaubourg, on peut compter encore sur l'État, mais c'est vrai que du côté des musées de région, il y a de fortes disparités. Et là, c'est surtout les collectivités locales, dont les dotations aussi sont mises sous tension, qui entretiennent ces musées. Alors, quelle peut être la solution? Faire payer davantage les visiteurs? Alors, Adeline, c'est déjà ce qui se pratique, puisque depuis 10 ans, le prix des billets a augmenté de près de 40%. Et le musée du Louvre l'a aussi fait. Aujourd'hui, il a, ces dernières années, augmenté le prix de son billet. Aujourd'hui, c'est 22 €, sachant qu'il y a des gratuités, notamment pour les plus jeunes, les moins de 26 ans. 40% des visiteurs ne payent pas leur billet d'entrée au Louvre. Mais c'est vrai que cette question, elle a fait débat. En début d'année aussi, Rachida Dati a annoncé, avec l'accord d'Emmanuel Macron, une augmentation des tarifs pour les visiteurs étrangers, donc c'est-à-dire hors Union européenne, qui donc vont payer à partir de l'année prochaine leur billet un peu plus cher, sachant que ça a vraiment fait débat, parce que le Louvre tient à s'adresser à tous les peuples du monde, et c'est vrai que certains disaient, oui mais attention, les Français finalement, ils payent 2 fois, ils payent via leurs subventions, et via les tickets d'entrée, alors que le touriste japonais ou américain, lui, ne paye finalement qu'une fois. D'ailleurs, question Fanny, est-ce que le ticket d'entrée au Louvre, il est dans la moyenne du prix des autres musées en Europe, ou on est au-dessus? Eh bien oui, on pourrait se dire que finalement c'est pas très cher chez nous, mais non, c'est un peu dans la moyenne. J'ai regardé du côté d'Amsterdam, le Rijksmuseum, c'est 25 €. Alors là aussi, il y a des tarifs, ça c'est pour un tarif plein. Oui, c'est gratuit pour les mineurs. C'est gratuit pour les mineurs. Du côté du muséum du Prado en Espagne, c'est une quinzaine d'euros, sachant que là, je vous parle du prix du billet sec, sans l'audio guide, sans la visite guidée. Et à Londres, par exemple, beaucoup de musées sont gratuits, mais en revanche, la plupart des expositions, elles, sont payantes. Et puis alors, je ne vous parle pas de New York, où là, c'est un peu plus cher. C'est une trentaine d'euros, une trentaine de dollars. Il y a aussi une autre ressource qui est importante, c'est le mécénat privé. Alors, elle se développe, cette ressource. Alors, forcément, quand c'est le Louvre, c'est facile de trouver des mécènes, des grandes entreprises, de riches donateurs, y compris étrangers, des Américains, des Japonais. Les Américains donnent de l'argent. Exact. Plus cher, mais en même temps... Exactement. Là, on ne se plaint pas. Mais c'est vrai que quand on est en région, c'est beaucoup plus compliqué, Laurent, de trouver un Américain qui vient vous aider à rénover votre musée. Alors, la crainte aussi, c'est que, vu le contexte, avec un contexte de cambriolage, Rachida Dati disait que les musées deviennent de plus en plus des cibles, eh bien peut-être que ces fonds-là vont avoir un peu plus de mal à être trouvés. Oui, on pense aussi aux petits musées. D'ailleurs, on a appris juste avant le début de cette émission qu'il y avait eu un cambriolage dans la nuit de dimanche à lundi, cette fois au musée de Langres en Haute-Marne, un trésor de pièces d'or et d'argent qui a été dérobé dans ce petit musée de Langres, le musée Diderot. Je voulais d'abord vous interroger tous les trois sur l'état de choc, voire de sidération dans lequel on se trouve toujours 48 heures après ce cambriolage du Louvre. Alexandre Portier, c'est aussi votre cas? J'ai été très frappé par l'émoi, l'émotion qu'a suscité le vol au Louvre dimanche, avec un mélange à la fois de sidération, de consternation, de colère. J'ai reçu beaucoup de messages d'élus, mais aussi en tant que président de la Commission des affaires culturelles, beaucoup de messages, de témoignages, tout simplement de Français qui avaient eu l'impression qu'on leur avait arraché une partie de leur histoire collective. Ce n'était pas juste des bijoux, il y a une valeur matérielle que vous avez rappelée, 88 millions, mais il y a plus que ça. Il y a une dimension symbolique, c'est une partie de notre histoire collective, c'est des souvenirs d'enfance, comme on a pu en connaître les uns les autres en allant en voyage scolaire au musée du Louvre, et de se dire qu'il y a des pièces d'exception qui sont représentatives des périodes parmi les plus belles de l'histoire de France, celles où la France rayonnait dans le monde, qui aujourd'hui sont peut-être disparues, peut-être en cours d'être démantelées au moment où on se parle, et peut-être la frustration de ne plus jamais les revoir et de ne plus pouvoir les partager avec nos enfants. C'est votre colère aussi, Maxime Michelet? Tout à fait, la colère et la sidération. Alors, pour ma part, en tant qu'historien du Second Empire et biographe de l'impératrice Eugénie, pas manqué d'être touché par l'émotion de voir ces pièces disparaître. Je rejoins ce que vient de dire Alexandre Portier. C'est vrai qu'il y a
dans ces objets une dimension de souvenir un peu de famille, la famille de la nation française. Ce sont des objets qui nous renvoient à une période où la France rayonnait, la France était glorieuse, notamment le Second Empire. Quand on voit cette couronne de l'impératrice Eugénie, qui est un objet extraordinaire, qui est un objet d'une grande beauté, qui a été faite pour l'exposition universelle de 1855, c'est un moment d'apogée pour l'économie, la prospérité. C'est la couronne qui a été retrouvée dans le fossé en bas du Mont de Charge. Voilà, et quand on se dit que cette couronne-là... D'ailleurs, est-ce que vous avez une idée de la façon dont elle a été abîmée ? Eh bien, alors, vous qui en êtes un spécialiste. Alors vous voyez, vous me permettez de dire aussi qu'on a attendu beaucoup de temps, je trouve, dimanche, pour connaître les pièces qui ont disparu. Et depuis 72 heures, pour ma part, j'attends qu'on nous dise dans quel état est vraiment cette couronne. Car on entend endommagée, mais est-ce qu'elle est brisée? Est-ce qu'elle a juste des éraflures? Est-ce qu'elle est détruite quasiment? Je trouve que la communication du ministère de la Culture est un peu lent. Et notamment dimanche, on a attendu très longtemps pour connaître les bijoux qui avaient été volés, alors que n'importe qui connaît la galerie d'Apollon, en connaissant la vitrine qui avait été fracturée, pouvait savoir les pièces qui avaient été dérobées. Monique de Marco, la Commission des affaires culturelles du Sénat va donc entendre demain après-midi la présidente du Louvre, Laurence Descartes. Quelles questions avez-vous l'intention de lui poser d'abord ? Écoutez, je dois rajouter que moi également, j'étais totalement sidérée par ce qui s'est passé et la facilité où ceci a pu être possible. Quand même, je crois que nous allons poser des questions alors dans ce sens. Comment cela a-t-il pu être possible? Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de grille de sécurité? Comment ça s'est passé? Quel a été vraiment le déroulé? Qu'est-ce qui avait été mis en place justement pour protéger ces espaces avec ces pièces remarquables? Donc je crois que nous allons aller dans ce sens-là. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans le mode opératoire des cambrioleurs? C'est la facilité dans laquelle ils ont réussi, si vous voulez, à pénétrer dans ce bâtiment qui aurait dû être protégé, surveillé. Mais en même temps, parallèlement, je pense qu'elle avait averti précédemment donc, de l'état, justement, pas de vétusté, mais de difficulté qu'il y avait avec la baisse de personnel également, parce que je rappelle qu'il y a eu 200 emplois en 15 ans au Louvre qui ont été supprimés. Des pièces ne sont pas accessibles pour les visiteurs, faute de personnel. Donc il y a aussi certainement des difficultés de gestion concernant donc, les finances permettant d'avoir suffisamment de personnel. Donc je pense que les questions vont aller dans ce sens-là, puisque également nous avons eu des fuites de la Cour des comptes qui avaient quand même signalé qu'il y avait un état de vétusté actuellement donc, au Louvre. Donc les questions vont, et il va y avoir de multiples questions, je pense, qui vont aller dans ce sens-là, et voir. Et puis, écoutez, je me permets de dire que je suis de Gironde, mais également, donc, je connais des musées ailleurs en France. Le musée de Limoges, qui a été également dépouillé dernièrement, en septembre, très récemment, dont on a très peu parlé, mais également aussi les difficultés financières des musées dans la ruralité. Et sur le musée du Louvre, il se trouve qu'en février dernier, le Sénat avait auditionné l'administrateur général de l'établissement public et il avait parlé à l'époque de délabrement. Je vous propose de le réécouter. Il ne se passe pas une quinzaine de jours sans que nous ayons des incidents en termes de fuite d'eau, en termes de difficultés quant à la maintenance. Et tout ça est lié à cet état défectueux, parfois délabré de nos équipements. En fait, quand on vous écoute tous depuis dimanche, on a l'impression que les alertes récurrentes sont restées lettres mortes. Et que chacun se refile aujourd'hui, pardon de l'expression, la patate chaude de la sécurité et de l'état de délabrement du Louvre. Tout à fait. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette séquence, c'est que j'ai l'impression que plus personne n'est responsable de rien dans ce pays. Depuis 48 heures, personne n'assume de responsabilité dans les réponses de Madame la Ministre à nos questions tout à l'heure en hémicycle. On avait l'impression parce qu'elle se satisfaisait de l'état de sécurisation du Palais du Louvre, alors même qu'il vient d'avoir un cambriolage. Donc il y a quelque chose d'étonnant. Imaginons que demain, il y ait un cambriolage à la Tour de Londres avec le vol des bijoux de la couronne d'Angleterre. Dans l'instant, je pense qu'il y a quelques démissions. Là, il n'y en a pas. La présidente du Louvre, d'ailleurs, a présenté sa démission ce soir même et elle a été refusée. Oui, c'est le Figaro qui nous en informe ce soir. Elle a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusée et qui lui a dit « Tenez bon, il n'est pas question de casser la dynamique de rénovation du musée. » Vous, est-ce que vous appelez ce soir à la démission de la présidente du Louvre ou de sa responsable de la sécurité à tout le moins ? Je pense qu'il y a plusieurs temps dans votre question.
Il y a une enquête d'abord judiciaire pour retrouver les voleurs, retrouver les bijoux si c'est possible. Et ça, c'est une enquête qui doit se faire sereinement et nul ici ne doit interférer évidemment dans ce débat-là. Il y a un temps administratif, et c'est là que la question peut se poser. La ministre Rachida Dati a annoncé le lancement d'une enquête administrative et ça doit nous permettre de lever évidemment le voile sur tous les dysfonctionnements qui ont pu se poser, responsabilité humaine, responsabilité technique. Ça aussi, ça doit se faire dans un temps propre. Et moi, je pense qu'il y a aussi un troisième sujet, un sujet politique au sens noble du terme, qui est de se dire, derrière le Louvre, est-ce que dans notre pays aujourd'hui, en 2025, on fait tout ce qu'il faut pour arriver à protéger notre patrimoine, au Louvre évidemment, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Laurent ? Là, on est au fond, dans la discussion budgétaire qui s'ouvre. Le budget de la culture, 8 milliards. Et Rachida Dati l'a dit elle-même, on a peut-être un peu trop privilégié certains postes au détriment du patrimoine ces dernières années. Et au détriment de postes qui se voient moins, parce que c'est vrai qu'un vigile, ça ne s'inaugure pas, un système de sécurité, ça ne s'inaugure pas, une nouvelle vitrine pour protéger les joyaux de la couronne, ça ne s'inaugure pas. 8 milliards peut-être, mais 200 millions en moins pour la culture dans le prochain budget. Je le dis, il y a quand même une baisse mais dans là, le budget. est-ce qu'on n'est pas plutôt sur un budget de la sécurité, en fait ? Alors, la sécurité, là, bien sûr, pose problème, mais est-ce que tout a été vraiment mis en œuvre, etc. Quand vous entendez donc le responsable du Louvre signaler ce qui se passe au Louvre et qui a dit lors de la commission de l'audition au Sénat qu'il y avait quand même des travaux urgents pour pouvoir sécuriser, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions dans un musée remarquable, et que parallèlement, permettez-moi de le dire, on parle de 800 millions pour pouvoir faire une entrée complémentaire, etc., pour pouvoir accéder donc au musée, faute parce qu'il y a énormément d'affluence, il y a quand même deux poids, deux mesures. Est-ce que c'est ces 800 millions qui sont donc estimés pour faire une deuxième entrée, il ne serait pas plus facile de les pouvoir en faire profiter le Louvre pour pouvoir sécuriser, mais aussi d'autres musées, je dis bien d'autres musées en France, pas seulement le Louvre. Moi, je connais des musées qui ferment, des musées de France, 1200 musées, et certains ferment faute de moyens. C'est aussi ça qui va se jouer dans le débat, c'est qu'effectivement, un certain nombre d'ailleurs de donateurs et d'entreprises ne le disaient pas vertement, mais trouvaient que finalement, cette deuxième entrée ou de faire le focus essentiellement sur la Joconde, ça n'était pas le débat et qu'il y avait d'autres priorités. Et ça va être un débat qui va monter, parce que aujourd'hui, le Louvre, je le disais, il y a de la subvention de l'État, mais il y a aussi des mécènes, des grosses entreprises qui comptent, qui mettent beaucoup d'argent, un certain nombre de gens qui participent à l'ouverture de galeries, l'achat, l'acquisition d'œuvres, etc., qui, eux, je peux vous le dire, ne sont pas très contents de ce vol au sus et qui disent, finalement, on a mis de l'argent, mais il a été mal utilisé et il y avait d'autres urgences. Donc ça va... Et parce que le Louvre, c'est le symbole, vous l'avez dit, mais c'est le symbole, et puis c'est le symbole du rayonnement de la France. Et ça aussi, c'est en ça que c'est un vrai choc. Dans la sidération qui nous habite depuis dimanche, on apprend aussi que les bijoux n'étaient pas assurés parce que le coût d'une assurance était trop élevé au regard du faible nombre d'incidents. Est-ce que vous, en tant que parlementaire, vous vous dites il faut allouer un budget à l'assurance des œuvres du Louvre, entre autres ? C'est une question assurantielle. C'est difficile d'assurer des pièces qu'on dit inestimables. Qui n'ont pas de valeur. Même si on peut évaluer les valeurs, parce que nombre de ces pièces ont été en réalité acquises par le Louvre, et donc on a quand même une estimation de leur valeur. Mais par exemple, la couronne de l'impératrice, c'est difficile en effet de l'estimer, et puis il y a toujours le coût entre le risque évidemment et c'est le système assurantiel qui fait ça. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, c'est vrai que les mécènes doivent beaucoup s'interroger, et notamment ceux qui font des donations. La couronne de l'impératrice, par exemple, elle est issue d'une donation. Aujourd'hui, je ne sais pas si les personnes qui ont réalisé la donation sont encore de ce monde, mais je me dis que s'ils sont encore là, ou leur famille, de se dire, mais on aurait peut-être mieux fait de la garder. Elle serait peut-être encore en bon état. En sécurité, quelque part. Heureusement, elle a été, en partie, elle a été sauvée, rescapée d'une certaine manière du vol. Mais voilà, il y a aussi des garanties de sécurité à offrir à ces collections qui sont souvent données. Et ces garanties de sécurité, elles souffrent d'un manque d'anticipation. C'est vrai qu'il y a un énorme sujet autour de l'hyperfréquentation du Louvre. La présidente l'a évoqué elle-même dans son alerte. Bon, au bout de 4 ans de mandat, quand même, c'est un peu long pour s'en rendre compte, mais au bout de 4 ans de mandat, elle se rend compte que le Louvre, c'est 5 millions, en fait. Ça a été pensé pour 5-6 millions de visiteurs par François Mitterrand, et aujourd'hui, c'est plus 8, 9, 10. Sauf que le problème, c'est que les 6 millions ont été atteints en l'an 2000, les 10 millions ont été dépassés en l'an 2012. Donc en fait, ça fait longtemps
que le Louvre vit dans une situation d'asphyxie. Donc il y a eu un manque, à mes yeux, d'anticipation dans la gestion de ces dossiers. Et c'est un peu aussi d'ailleurs à l'image de notre pays. Il y a beaucoup de dossiers qu'on a laissés comme ça dormir. Et puis il faut un désastre tel que le vol des bijoux de la couronne pour se rendre compte qu'il y a des dossiers dont il faut se saisir. Avant de parler d'une éventuelle commission d'enquête parlementaire, je voulais qu'on écoute Rachida Dati qui a répondu cet après-midi à plusieurs questions au gouvernement, notamment la vôtre cet après-midi, la ministre de la Culture. Écoutez-la. Ce qui s'est passé dimanche au musée du Louvre, c'est une blessure et c'est une blessure pour nous tous. Est-ce que les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont été défaillants? Non, ils n'ont pas été défaillants. C'est une réalité. Les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont fonctionné. Ça vous a rendu furieux, Maxime Michelet? Le système de sécurité du Louvre n'a pas été défaillant, il n'existait pas. Évidemment qu'il n'a pas dysfonctionné. Pourquoi dit-elle que ça a fonctionné? Parce que sans doute ça a fonctionné. Elle parle de quoi? Sans doute que ça a fonctionné parce que les dispositifs en place ont fonctionné. Ce n'est pas un dysfonctionnement technique, c'est une absence qui a mené à cela. Enfin, pendant tout le week-end, on a entendu « Ah oui, mais quasiment, vous inquiétez pas, on ne pouvait rien faire, c'est la faute à pas de chance, ce sont des professionnels. » Mais encore heureux que ce soit des professionnels qui s'attaquent au musée du Louvre. Heureusement que ce n'est pas des amateurs qui sont passés dans la galerie. On découvrira peut-être qu'il s'agissait d'amateurs. Peut-être que ce sont des amateurs. Et d'ailleurs, leur mode opératoire n'est pas non plus... C'est pas un film hollywoodien, c'est un monte-charge, une disqueuse et une vitre qui cède aussitôt et des vitrines qui cèdent aussitôt. C'est des choses en partant, donc c'est pas non plus... Et en plus, on laisse tomber des choses, donc... Pas non plus le crime parfait. Préjugé, oui, que c'était quand même des amateurs pour... L'enquête le dira. Ce ne sont pas des grands professionnels. Voilà. Alexandre Portier, vous réclamez une commission d'enquête parlementaire, vous allez la voir? Alors, c'est un débat qu'on a eu avec les commissaires. Moi, ce qui, pour moi, est important, c'est qu'il y ait une vraie prise de conscience politique. Parce qu'on sait comment ça se passe, il y a l'émotion du moment, et puis après, on n'engage rien. Et on oublie. D'ailleurs, souvent, la ministre l'a dit elle-même, souvent, on met le sujet patrimonial sous le tapis, parce que ça n'intéresse personne, et on se dit, finalement, il y a toujours d'autres priorités. Résultat, on ne met pas les budgets qu'il faut, et surtout, on n'a pas la stratégie qu'il faut. Et ce que je voudrais, moi, c'est évidemment, on a un débat maintenant sur est-ce qu'on met assez de moyens en matière de sécurité sur le Louvre, est-ce que les investissements qui étaient nécessaires ont été réalisés, c'est un débat qu'il faut avoir. Mais au-delà de ça, il faut aussi qu'en tant qu'élu, on mette le débat à son juste niveau. Et le juste niveau, c'est de se dire, on a fait des choix politiques ces dernières années, et ces choix ont souvent favorisé le culturel, le sens de l'événementiel, la société du spectacle. Et c'est très bien, l'éphémère, la fête, les festivités, etc. Sauf que ça s'évapore très vite et qu'en face, on n'est même plus capable aujourd'hui de protéger l'intemporel. C'est-à-dire ce qu'on doit transmettre à nos enfants. C'est ça la définition du patrimoine. Et aujourd'hui, on est défaillant là-dessus. Merci en tout cas à tous les trois. Ça va faire partie des sujets du budget qui est actuellement étudié en commission. Et on va en parler justement, vous pouvez rester là. C'est Bourbon Express tout de suite. C'est le journal de l'Assemblée nationale présenté par Marco Pommier. Bonsoir Marco. Bonsoir Adeline. Dans votre Bourbon Express ce soir, on va donc prendre une bonne dose de budget. On rappelle que le Parlement a 70 jours pour l'examiner. Une bonne dose de budget, une bonne dose de café, surtout pour les députés. Les membres de la Commission des finances ont entamé hier le marathon budgétaire. Quelques 1500 amendements à examiner en quelques jours seulement. Autant dire qu'il ne faut pas traîner. Et à la baguette, le président de la Commission, l'insoumis Éric Coquerel. Écoutez. Il faut essayer de prendre le rythme dès le début. On passe à l'article 1er, le 858 qui est pour, le 104, monsieur Labaronne, qui est pour rejeter. Je vous rappelle qu'avec le temps qui nous est imparti, ça rythme de 45 amendements par heure qui doivent nous permettre d'achever nos travaux mercredi soir. On ne traîne pas. Ça va vite. Deadline vendredi, date à laquelle le budget doit filer dans l'hémicycle. À l'heure où on se parle, encore 771 amendements à traiter en commission. Alors ce matin, on a croisé Éric Coquerel dans les couloirs et visiblement, il carbure surtout à l'eau. Vous avez encore le temps de manger et de boire, monsieur Coquerel? De manger, oui, mais rapidement. De boire, oui. Je bois en commission beaucoup d'eau. Non, ça pointe effectivement le rythme très soutenu des commissions. Il faut qu'on accélère encore un peu, mais franchement, à la fois on va assez vite et en même temps on peut avoir les débats, ce qui est ce que je recherche. Et ça les fait rire, hein, juste en face. En tout cas, du débat, il y en a en commission, hein, pouvoir d'achat, fiscalité, avec de bonnes nouvelles quand même, hein, défiscalisation partielle des pensions alimentaires, réindexation de la première tranche de l'impôt sur le revenu, avantages fiscaux sur les biocarburants conservés, ou encore la transformation de la réduction en crédit d'impôt pour les dons aux associations. C'est la fameuse niche Coluche. Mais dis donc, tout ça, ça va coûter un peu d'argent, Marco. On ne devait pas faire des économies dans ce budget? Si, hein, d'ailleurs, dans le camp présidentiel, on tire la sonnette d'alarme. Depuis hier, le député Denis Masseglia est un peu en panique.
nous sommes en train d'enchaîner les chèques en blanc. Et on va faire comment pour financer tout ça? Donc vraiment, là, j'aimerais qu'à chaque fois qu'il y ait des débats, on ait le prix. Combien ça coûte? Combien Alors ça la commission a quand même sorti la calculatrice pour trouver de l'argent. Au hasard, par exemple, retour de l'exit tax contre l'évasion fiscale, prolongation de l'impôt exceptionnel sur les hauts revenus. Et la fameuse taxe Zuckman alors? Eh bien, elle a été rejetée, Adeline, cet impôt minimum de 2% pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Pour la gauche, ça pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros. La droite, elle, redoute une fuite des riches et avec eux, les emplois qu'ils créent. Moi, je suis un peu désolé d'entendre parler de la taxe Zuckman et d'entendre parler de M. Zuckman comme étant quelqu'un de sérieux, puisque sa taxe est démontée par n'importe quel étudiant en première année d'écogé. C'est... Ça balance. Ça balance quand même. Ça balance à la commission des finances. Bon, on précise quand même, Adeline, que tout cela sera rediscuté dans l'hémicycle à partir de vendredi, après la commission. Mais déjà, la droite hausse le ton. Coup de pression ce matin de Laurent Wauquiez. Mais ne pas censurer le gouvernement ne veut pas dire que nous voterons automatiquement, loin s'en faut, le budget tel qu'il est aujourd'hui proposé. Et encore moins, un budget qui serait sous la coupe des socialistes. Nous sommes contre toutes les augmentations d'impôts et de taxes, et nous sommes pour les baisses de dépenses. Alexandre Portier, vous qui êtes député de droite républicaine, Laurent Wauquiez, il n'est pas content. Il va être très très vigilant sur ce qui va passer ou pas passer sur tous ces amendements. Quand vous rentrez dans un débat, il faut afficher très clairement ce que sont vos positions et ce que sont vos convictions. C'est ce qu'a fait Laurent Wauquiez, c'est ce que fait le groupe droite républicaine. On est évidemment pour qu'il y ait un budget, on l'a dit, on veut qu'il y ait un budget pour l'État, c'est une nécessité pour financer nos agents de police, nos gendarmes, nos hôpitaux. Mais par contre, on ne veut pas non plus n'importe quoi. Il faut que ce budget soit équilibré. On veut à la fois des économies sur le fonctionnement et la capacité aussi à assurer nos missions fondamentales. En cela, vous rejoignez la position de Sébastien Lecornu qui a dit « je ne ferai pas n'importe quoi à n'importe quel prix non plus ». Les socialistes, eux, Marco, veulent des garanties sur la suspension de la réforme des retraites. Oui, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la semaine dernière la suspension de la réforme, concession faite au PS pour éviter la censure. Mais les socialistes veulent que cette suspension figure noir sur blanc dans le budget de la Sécu et ils ont une demande. Et dès la semaine dernière, nous vous avons interrogé de savoir si vous pouviez adresser au Conseil d'État une lettre rectificative du PLFSS pour que nous puissions effectivement débattre de cette mesure. C'était cet après-midi pendant les questions au gouvernement. Réponse immédiate de Sébastien Lecornu. Je souhaite vous dire que le Conseil d'État a été saisi cette nuit d'une lettre rectificative et qu'un Conseil des ministres aura lieu jeudi matin pour l'adopter. Mais j'avais pris un engagement, c'est que le débat puisse avoir lieu. Il aura lieu comme le veut la démocratie et comme le veut le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc Conseil des ministres jeudi ? Conseil des ministres jeudi, et vous l'avez vu sur les bancs socialistes, il y avait des applaudissements, encore une fois, pour le Premier ministre. À la fin, donc, la tension redescend, enfin presque, parce que dans la journée, à 1000 km de là, en Slovénie, Emmanuel Macron, lui, a joué sur les mots. Vous avez entendu suspension ? Je crois pas. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension. On est des millions à ne pas avoir compris la même chose. On est des millions à ne pas avoir compris peut-être. En tout cas, ça remet un peu de l'huile sur le feu. Un député macroniste nous disait ce matin, le président ne peut pas s'empêcher de s'en mêler. Et pendant qu'on parle, Adeline, l'examen du budget, il continue dans la commission des finances. Alors, j'ai regardé, on est toujours à 771 amendements parce que c'est la pause dîner. Il faut savoir que Marco, il a un compteur dans la tête, il a un compteur d'amendements. Mais moi, je voulais vous interroger sur le débat sémantique du jour. Le fait qu'Emmanuel Macron parle de décalage, alors que Sébastien Lecornu a toujours parlé de suspension, que la France Insoumise avait aussi dit aux socialistes, vous êtes en train de vous faire rouler dans la farine parce que ce n'est qu'un décalage. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ce soir, Maxime Michelet ? Il faut comprendre que le macronisme pratique ce qu'il pratique de mieux depuis 8 ans. Ça s'appelle ni le décalage, ni je ne sais quoi, ça s'appelle l'enfumage. Et cet enfumage est mené de main de maître en ce moment par Emmanuel Macron et par le Premier ministre. Et je note d'ailleurs qu'aux questions au gouvernement, la présidente Le Pen a posé la même question au Premier ministre, mais le Premier ministre a choisi de répondre à monsieur le président Vallot. Donc visiblement, le Parti socialiste est définitivement entré dans la majorité. Mais elle a quand même eu sa réponse. Elle a eu sa réponse, mais en décalage, justement, en décalage. Alexandre Portier, décalage ou suspension ? Je pense que Sébastien Lecornu a
eu des mots importants en disant que c'est un sujet qui est tellement essentiel dans la vie des Français que ça nécessite un grand débat qu'on doit avoir dans une présidentielle. Et en fait, on en revient au péché originel de tout ce mandat, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie campagne et de vrais débats en 2022 et on nage depuis que sur des ambiguïtés dont on doit sortir. Eh bien, en tout cas, merci à tous les trois d'avoir été ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. On espère qu'il restera de la place pour parler du budget de la culture et du budget des monuments historiques et des musées. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Chaque Voix Compte revient demain à 19h30. Cette émission est rediffusée à 23h30 et en replay sur le site lcp.fr. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Jean-Pierre Gracien pour Débat Doc. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.